Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 5, littéralement on vient de conclure notre discussion préalable en off et on vous fait un instant économie pour commencer. Vous allez le voir, là, je pense qu'il y a un sujet d'actualité de la semaine passée là, qu'on ne peut pas passer, surtout pour nos collègues de l'autre côté de l'Atlantique. Donc déjà vous avez le spoiler complet, donc on va commencer avec ça. Et deuxième volet, on ressort le dans vos poches. On a fait un débat de presque un bras de fer virtuel, Gab et moi, dans le but de savoir si on ressortait ce magnifique segment qui, pour ceux qui nous écoutent depuis très longtemps, était l'un des deux segments fondateurs du podcast avec le haut son de la cloche. Mais on en a fait beaucoup moins depuis quelques temps, mais on vous en refait un en deuxième volet. Donc on y va avec une trame d'instant économie et le dans vos poches. Comme toujours, là, on enregistre en ce magnifique lundi soir. Donc c'est également une petite mention. Là, on avait fait un épisode passé. C'est soirée d'élection au Québec. Là, donc pour ceux qui s'y intéressent, allez voir les résultats. Ceux qui avaient écouté notre épisode également, vous allez voir un peu la conclusion là, qui se dénoue. Encore une fois, on enregistre et c'est presque déjà appelé comme élection. Là, mais encore une fois, ceux qui sont intéressés, allez voir les résultats officiels demain. Mais avant toute chose, et comme à l'habitude, je te laisse, Gab, entamer également avec le disclaimer de début d'épisode. Ouais, bah, pour faire notre classique disclaimer, évidemment, n'oubliez pas que tout ce qu'on parle dans le podcast, il s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. Contactez un expert si vous avez des questions sur votre situation personnelle. Je ne ferai pas la suite parce que, bon, pour le coup, ça sera peut-être un peu moins placement d'ailleurs aujourd'hui pour l'épisode de cette semaine, là, puisqu'on va plus survoler, on va dire, des thématiques qu'on aime bien suivre, que vous le savez, l'immobilier, etc., ce qui se passe dans le monde, l'actualité. Et ouais, donc le but, c'est aujourd'hui aussi, ça va de pas être très exhaustif, hein, c'est plus de partager nos opinions, etc., puis plus y aller avec des règles du pouce, comme j'aime bien le dire, là, donc le but étant, c'est ça, de survoler un peu l'actualité, puis de revenir aussi, c'est ça, sur la thématique immobilier. Malheureusement, j'ai fait les spoilers hein, pour les épisodes, donc JP, je m'en Non, suis exact. le premier Mais tu désolé. je pense que ton point est bon. Là. Ceux qui suivent beaucoup les nouvelles économiques, les nouvelles financières, vous vous en rendez compte. Là. Je pense que c'est très dur de prédire un peu ce qu'il y en est. Les nouvelles, on le mentionne souvent, reviennent un petit peu du pareil au même avec tellement d'incertitudes que même de faire des petits suivis sur l'inflation, de faire des suivis sur peu importe les chaînes d'approvisionnement, c'est des choses qui changent presque du jour au jour. Et si on avait parlé, je pense, dans un épisode passé, de revenir avec soit du stock picking ou notre bonne vieille revue des marchés automnales. Puis je pense que la fin septembre était marquée par, encore une fois, des performances en dents de scie. On a commencé aujourd'hui, première séance d'octobre, avec un espèce de rallye. Là. Donc, je pense que c'est très difficile de tirer des conclusions d'une revue des marchés automnales. Donc, je pense que c'est bien si on y va effectivement avec des sujets un peu plus d'actualité qui peuvent dériver du placement, dériver de la finance de marché pure. Là. Donc, je pense qu'on est prêt à lancer justement le premier segment qu'on commence à l'instant économie. Parfait. Donc, je l'avais fait un peu, tu as fait le spoiler pour le deuxième segment, mais je l'avais fait un peu pour le premier. Là, on veut faire probablement une mention là, de ce qui s'est passé avec Nord Stream, là, le 1 et le 2, les fameux gazoducs qui partent de terminaux en Russie pour aller vers, je pense que le point d'arrivée, le pays d'arrivée est l'Allemagne, mais ça dessert une bonne partie. Bien évidemment, bon, on sait que l'Allemagne a une utilité énorme, là, ou une dépendance quand même assez considérable pour le gaz naturel russe, on en avait déjà parlé, mais c'est aussi le point d'entrée pour l'ensemble des pays qui consomment le gaz naturel russe dans l'Union européenne. Donc vous avez vu là, les nouvelles dans la dernière semaine ont montré qu'il y a eu, ça a été très évolutif. Là, au final, je pense que c'était 4 failles qui ont été faites à la fois dans le 1 qui était en opération, mais qui présentement avait du gaz, mais n'était pas en livraison, mais qui a déjà été utilisé, et le Nord Stream 2 qui, lui, avait été construit, mais avait été bloqué justement avec le début de l'invasion russe. Là. Donc les deux ont eu 4 brèches au total, donc le gaz naturel remontait à la surface de l'eau, tout proche d'une île, d'ailleurs, pas trop loin de l'île de Bornholm, si je me trompe pas, et encore une fois, j'ai étudié au Danemark, mais ma prononciation de ville ou d'île ou de tout mot danois est encore une fois très basique, là, donc vous m'excuserez. Mais effectivement, ça a été identifié là, et à la fois le Danemark et la Suède là, ont essayé de mettre en place un périmètre, un pour la protection des bateaux et la protection des particuliers qui ont des bateaux également, mais aussi dans le but d'essayer de faire une enquête. Et ce qui semble être la trame, on parle là, de détonation à des centaines c'était l'équivalent de centaines de kilos de TNT là, qui aurait explosé. Là, donc la piste initiale est bien évidemment un acte délibéré. Maintenant, on sait qu'il y a eu beaucoup
de géopolitique qui est tombée là-dedans, là, avec bon, la Russie qui, bon, certains diront qu'on est en Occident, on est au Canada dans un pays de l'OTAN, on va cibler le fait que c'est la Russie qui aurait auto-détruit ou créé des brèches dans leur propre gazoduc. La Russie aurait lancé la balle vers les États-Unis. Tout ça pour dire que peu importe qui au final est responsable de l'acte délibéré, c'était clairement pour mettre un petit peu de tension en grande partie au niveau de l'OTAN. Je pense que c'était une cible quand même assez imposante si on parle de l'hypothèse russe. Là. C'était une cible quand même assez imposante de la Russie d'essayer de scinder, de briser là, cette espèce d'alliance. En fait, l'OTAN était déjà une alliance à la base, mais la force de l'unité des pays de l'OTAN depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, je pense que c'était quelque chose qui a extrêmement aidé l'Ukraine à être encore maintenant en mesure de bien se battre. Là. Les livraisons d'armes et tout, ça a été assez considérable. Le fait que il y avait une trame qui a été suivie par l'ensemble des nations membres de l'OTAN. Je pense que c'est quelque chose, encore une fois, qui est un petit peu amené pour mettre un peu de crainte en Europe et justement pour essayer de faire en sorte que certains pays européens vont peut-être tourner le dos un petit peu aux États-Unis, grand leader de l'OTAN. Là. Comme vous le savez également, on veut parler un petit peu plus là, du gaz naturel et parler aussi non seulement de Nord Stream qui est arrivé, mais de la refonte de l'approvisionnement de l'Union européenne. Je sais que Gab, tu as des points à parler là-dessus. Là, on avait fait quelques topos sur le fameux gaz naturel liquéfié. Là. Donc un peu les nouvelles routes, les nouveaux partenariats commerciaux que l'Union européenne peut mettre en place avec des pays qui à la base n'avaient aucune relation énergétique avec l'Union européenne et que maintenant c'est un petit peu la course pour les mettre en place. Également, on ne fera pas de nouvelles pour les personnes qui justement nous écoutent là, au niveau de l'Europe, principalement en France entre autres. Mais c'est quelque chose qui reste quand même un sujet d'actualité, à savoir, bon, l'hiver s'en vient, la demande au niveau du gaz naturel va être en hausse par rapport à ce que c'était au niveau de l'été. Et c'est certain que de sécuriser là, un minimum, encore une fois, de gaz naturel pour remplacer une partie, sinon la totalité, dans un monde idéal, de la part de ce que la Russie avait, là, je pense que c'est quelque chose d'assez considérable. Donc c'est un petit peu la trame. Donc oui, Nord Stream, oui, toute la géopolitique, oui, les explosions, etc. Bon, ça c'est un autre sujet, mais je pense que ça met une bonne trame pour juste ramener certains pays et certains accords qui ont eu lieu entre autres l'Algérie, le Canada également qui en a un peu, mais que c'est encore un peu compliqué. Et même parler d'infrastructure, j'ai le goût de faire un point, et puis je te le lance Gab par la suite, là, mais de parler de l'infrastructure, là, les terminaux gaziers, par exemple, au niveau des ports en Europe, il n'y en a pas tant que ça. L'Allemagne s'en sort vraiment pas si bien que ça. Je pense que la France, c'est pas si pire, mais ça reste qu'il y a vraiment un manque là-dessus. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'investissements qui doivent être faits pour justement améliorer le tout. Après, bien évidemment, avoir mis en place des routes adéquates. Après, et ça, je te passe la parole par la suite, Gab, mais après avoir trouvé une manière de faire en sorte que la Chine, qui possédait tellement, mais tellement, tellement des accords de livraison de gaz naturel liquéfié, puisse soit en revendre à l'Europe, ce qui est le cas présentement, ça a déjà eu lieu. Donc, il y a certaines livraisons que la Chine a cédées vers l'Union européenne, entre autres en provenance des États-Unis. Mais je pense que c'est quand même assez intéressant de voir, bon, c'est pas non plus gagné d'avance, et puis ces nouvelles routes du gaz-là vers l'Union européenne, il y a beaucoup de démarches à faire, et il faut que ça commence, il faut qu'il y ait des bateaux qui tombent à l'eau, puis qui arrivent dans des ports européens, ce qui n'est pas non plus chose faite dans l'ensemble des nouveaux accords qui ont été mis en place. Ouais. La Chine est en train de faire les nouvelles routes de la soie, l'OCDE est en train de faire les nouvelles routes du gaz naturel. Absolument. Sur Absolument. ce, je vous souhaite une bonne soirée. Absolument. Genre, vrai, je rigole, mais bon. Constat, on va dire, à l'opposé de ce qu'on aurait pu penser il y a quelques années avec les tendances, par exemple, qui ont été faites avec l'accord de Paris, etc. Puis là, on commence à repenser, en fait, l'approvisionnement énergétique depuis la guerre en Ukraine, puis même depuis 2014, hein, puisque depuis l'invasion de la Crimée par les forces, en fait, l'occupation, on pourrait l'appeler comme ça, parce qu'il n'y a pas une goutte de sang qui a été quand même versée dans la première partie de la guerre du Donbass et de l'occupation de la Crimée. Même si pour le coup, pour le Donbass, c'est une autre affaire, mais ça, là vous allez me dire, Gabriel, il y a pas eu il y a eu des morts, oui, il y a eu des morts, oui, en effet. Mais bon, pour revenir sur le sujet, parce que je le trouvais très intéressant, en fait, c'est pour ça qu'on vous l'a proposé d'ailleurs. C'est vrai, ce qui est intéressant dans cette nouvelle dynamique, en fait, c'est qu'on commence à rabattre en fait beaucoup de cartes de la géopolitique, hein, puisqu'aujourd'hui, bon, l'État russe apparaît comme un paria sur la scène internationale. On commence à parler de plus en plus d'escalade nucléaire qui fait peur à tout le monde, même les États, on va dire, copains de Poutine, donc notamment la Chine, etc. L'Inde qui joue un espèce de double jeu pour avoir de l'énergie pas chère versus la Chine, parce qu'il faut financer la croissance de ces deux grands pays. Donc c'est
même eux, on commence à avoir peur de cet état paria qui s'est développé sur la scène internationale. Donc, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer. Et je pense que tu l'as mentionné assez rapidement, JP, mais il y a deux axes principaux, même trois en fait, de développement qui vont être intéressants à suivre en fait pour les prochains mois en fait. Le premier, c'est ce qui se passe en Azerbaïdjan. On sait que l'Union européenne, tu as parlé beaucoup d'OTAN, mais oublions pas que l'OTAN, c'est une alliance militaire. Hein. C'est vrai que plus l'alliance économique, c'est plus le G7 et l'OCDE, qui sont plus des groupes, on va dire, de réflexion économique et de partenariat stratégique. Là. Donc, parce que par exemple, l'Australie n'est pas dans l'OTAN, mais pourtant c'est un allié, c'est un vassal, on va dire ça, des États-Unis d'Amérique. On pourra l'appeler comme ça. Alors, Cocorico, les sous-marins. Voilà, Pour ne Cocorico. pour ne pas rappeler une plaie béante, mais bon. Vous le voyez pas, mais je fais un geste provocateur à la caméra, là, mais bon. C'est très intéressant de voir, évidemment, cette nouvelle recomposition. Alors, pour revenir, donc, l'Azerbaïdjan, c'est devenu le principal partenaire, on va dire, de l'Europe dans cette nouvelle course au gaz naturel, puisqu'on sait que l'Azerbaïdjan est un énorme producteur d'hydrocarbures, parce que là, les champs dans la mer Caspienne, qui est la mer principale qui touche Bakou, donc sont très riches en gaz naturel et en pétrole. Et déjà, en fait, l'Azerbaïdjan possède déjà des terminaux gaziers en fait, qui relient le territoire azéri par la Géorgie jusqu'à la Turquie. Turquie et Azerbaïdjan qui sont deux alliés inséparables hein, quasiment, puisque l'azéri, la langue azéri est très proche du turc, en fait, tout comme le turkmène aussi, qui est l'autre État, on va dire, un peu allié de ces deux copains-là. Ça relance aussi les tensions aussi de l'autre côté, parce que l'Azerbaïdjan, qui était quand même un État quand même dans la sphère d'influence de Moscou, commence à s'en détacher progressivement pour plutôt se rapprocher d'Ankara. Alors que de l'autre côté, leur rival depuis toujours, qui on le sait, c'est l'Arménie, qui est on va dire l'ennemi éternel de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, et ben elle a des liens quand même d'amitié très forts avec Moscou. Moscou qui est son principal fournisseur d'armes et qui a, on va dire, sert d'intermédiaire intéressant dans le conflit éternel qu'il y a entre, en fait, depuis l'indépendance de ces deux pays-là dans les années 90, là, avec le conflit du Haut-Karabakh. Peut-être vous avez entendu parler de cette région un peu perdue au milieu du Caucase, mais c'est très intéressant ce qui se passe et on en parle très peu hein, dans les médias mainstream, puis on dirait dans la presse internationale. Et pourtant, c'était un conflit qui est en train de se relancer. On sait qu'il y a un an, à peu près un an et demi, il y a eu une guerre, une attaque très importante des Azéris qui ont repris une grande partie du territoire qui était contrôlé par l'État autonome de l'Arsark, donc qui est le Haut-Karabakh, hein, qu'on l'appelle en français. Et donc ça fait qu'il y a une nouvelle rivalité qui se crée. On se retrouve en fait indirectement allié de cet État azéri, donc M. Aliyev, qui est le président de l'Azerbaïdjan, et ben, contre en fait l'Arménie qui pour le coup a toujours eu des relations d'amitié très proches, par exemple avec la France et avec la plupart des États occidentaux. Donc c'est comme une espèce de confrontation en fait de facto qui se crée en fait avec l'Occident. Donc c'est une des premières, je pense, dynamiques qui est intéressante à suivre évidemment dans cette rivalité franco, on dirait européano-russe qui va se créer. On voit que finalement on se retrouve allié en fait de facto en fait de ce régime de l'Azerbaïdjan qui pour le coup on a toujours été très hostile avec. Donc c'est très intéressant de voir cette nouvelle dynamique. Deuxième dynamique, et je te laisserai peut-être enchaîner peut-être sur le côté canadien parce que je ne vais pas faire de suspense là-dessus. Je pense que on va avoir notre épingle à jouer évidemment dans cette nouvelle dynamique du gaz. Mais le deuxième, tu l'as mentionné très rapidement, c'est l'Algérie. On sait que l'Algérie, depuis les accords d'Évian, en fait, avec la fin de la guerre d'Algérie, donc en 62, si je ne me trompe pas, l'Algérie est quand même un État, comment dire, qui joue à chaud et à froid avec l'Europe, puisque c'est un pays qui a toujours été proche du bloc de l'Est idéologiquement, donc avec notamment Moscou, et là qui devoir se retrouver, pareil, à devenir un fournisseur important de gaz pour l'Europe. On sait qu'il y a déjà, je crois, un gazoduc qui traverse en fait la mer Méditerranée en fait depuis l'Algérie jusqu'à l'Espagne, mais ce dernier ne permettrait pas d'acheminer assez de gaz pour pouvoir approvisionner par exemple la France, hein, tu vois.
Et donc, on commence à avoir des réflexions stratégiques franco-espagnoles, à se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter la capacité de transport avec un gazoduc transpyrénéen qui pourrait exister, en fait, pour pouvoir approvisionner ce gaz-là. On sait que quand même la relation entre Paris et Alger reste compliquée, hein, notamment sur plein d'autres raisons, d'ailleurs qu'on ne rentrera pas trop dans les détails, mais plus d'un point de vue sécuritaire, etc., immigration, qui pose pas mal de rivalités. On se retrouve en fait encore une fois avec une alliance de facto avec Alger, qui pourtant, Paris a été très critique de ce régime-là depuis l'indépendance. Donc c'est un espèce de jeu de chaud et froid qui est en train de se dessiner là-dessus. Et je te laisse, JP, si tu veux peut-être commenter ce que j'ai dit ou peut-être ajouter quelque chose. Ben exact. Ben, tu sais, je pense que ton point, le constat qui est intéressant, puis c'est un des points qui était soulevé, là, mais ça amène tellement un changement de justement de l'échiquier mondial, mais la diplomatie devient tellement un prérequis lorsqu'il y a, et certains diront la sécurité énergétique est un point clé et pourront remettre en question les décisions qui ont été faites à l'époque lorsque le Nord Stream 1 a été mis en place. Il y avait déjà eu des débats, encore une fois, sur la dépendance massive que ça allait créer envers la Russie. Lorsque vient le temps de remplacer une quantité aussi importante de ressources qui sont encore une fois critiques pour la vie de tout un chacun, à la fois au niveau des personnels que du côté commercial, je pense que c'est là où ces nouvelles routes-là, c'est pas aussi facile qu'on se retourne de bord, puis plutôt qu'envoyer l'argent à la Russie, on l'envoie à un autre pays. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'éléments qui existent au préalable, que ce soit politique, même que ce soit commercial, entre deux pays qui font en sorte que ce n'est pas des choses qui sont acquises, ce n'est pas des ententes qui sont scellées d'avance, et surtout, ce ne sont pas des ententes qui vont être faciles à maintenir. Encore une fois, je pense que s'il y a bien quelque chose que l'Union européenne, et on peut parler de la France encore une fois, bien évidemment avec l'ampleur que la France a au niveau de l'UE, je pense que s'il y a un point qu'ils vont pas vouloir faire, c'est d'essayer de remplacer une bonne portion de l'approvisionnement russe qui impliquait encore une fois énormément de diplomatie avec la Russie qui n'était pas facile dans les dernières années. Je ne pense pas que le but va être de créer des nouvelles routes qui vont impliquer une diplomatie tout aussi instable avec d'autres pays. Donc tu l'as soulevé, l'Algérie, les relations historiques entre Paris et Alger, etc. Il y a de la complexité, mais clairement, encore une fois, qu'ils ne vont pas vouloir dépendre de nouveaux pays qui vont faire l'approvisionnement avec lequel on ne sait jamais aux 5 ans qu'est-ce qui va se passer, ou encore une fois avec le fait qu'il y a de l'incertitude et que justement ces pays-là vont avoir une mainmise sur l'Union européenne et sur la France, par exemple, de dire un peu comme la Russie l'a fait, on vous coupe le truc si vous nous payez pas en telle devise. Je pense qu'il y a quand même des complexités qui sont intéressantes de voir. Il y a beaucoup, encore une fois, un jeu entre guillemets, du tir à la corde là, qui va se maintenir pour les années à venir. Tu l'as nommé, le Canada et les États-Unis, sans dire que ce sont des voies peut-être plus sécures pour l'approvisionnement de l'Union européenne. Je pense que ça reste quand même des pays qui en ont amplement, qui ont une complexité du transport. Donc, comme vous le savez, il y a beaucoup de richesses, surtout là, dans les provinces et dans les États qui sont plus vers le centre du continent nord-américain, un petit peu même du centre-ouest, si on parle en partie des États-Unis. Transporter ça vers la côte Est, par exemple, pour faire une route plus rapide entre des ports de la côte Est et des ports, par exemple, de l'UE. C'est pas chose faite non plus, c'est pas chose garantie, et ce n'est pas non plus en termes de logique politique interne, politique nationale, que ce soit aux États-Unis, mais surtout au Canada, ce n'est pas facile. Le fait de transporter du gaz naturel, par exemple d'Alberta, au travers de gazoducs, par exemple, qui doivent passer au Québec, c'était quelque chose qui, lorsque c'était des pipelines pour le pétrole, ça ne marchait pas. Le gaz, ça va rester à voir, bien évidemment. Donc, il y a beaucoup de complexité là-dessus. De partir des bateaux de terminaux, par exemple, sur la côte ouest américaine, pour envoyer ça vers l'UE, c'est pas forcément hyper rentable, malgré les cours à la hausse du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié. Donc, je pense que ça reste peut-être des avenues très intéressantes. Encore une fois, pour la sécurité, pour la stabilité peut-être de l'approvisionnement vers l'UE, ça reste qu'il y a énormément de défis et ce n'est malheureusement pas comme plusieurs autres ententes, plusieurs autres nouvelles routes commerciales. La balle est un petit peu dans le camp de l'UE pour les mettre en place, tu l'as dit, avec la diplomatie, avec des ententes avec peut-être des pays avec lesquels ils n'avaient pas forcément des excellentes relations et juste créer une bonne entente. Je pense que le problème avec l'Amérique du Nord, c'est que il y a beaucoup de pas à faire en Amérique du Nord avant même que l'UE puisse faire quoi que ce soit. Donc l'UE doit vraiment pas mettre pression, mais essayer de montrer l'intérêt, de montrer la demande pour que les investissements qui doivent être faits à la fois par le côté privé en Amérique du Nord, mais par le côté public, comme toujours, en termes d'infrastructure,
puisse suivre. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Gab, mais je ne trouve pas qu'il y a eu énormément de mouvements à ce niveau-là. Je ne pense pas que le Canada, avec le gouvernement présentement en place, ni avec ce qui se passe nécessairement ce soir, par exemple, avec le Québec qui a toujours, encore une fois, qui est centré sur notre ressource, qui est l'hydroélectricité, n'importe quoi d'autre qui passe en termes de matière sur notre territoire, qui n'est pas tiré, par exemple, du Grand Nord québécois, n'a pas vraiment d'intérêt pour le gouvernement en place. Donc, je pense qu'au Canada, ça reste encore très compliqué. Et aux États-Unis, je pense qu'ils ont énormément d'autres problèmes à régler. Et je pense que si tu mets des terminaux de gaz naturel liquéfié qui partent de Floride ou du Texas ou de la Louisiane, alors qu'il y a une période d'ouragan qui peut littéralement tout mettre à terre, là, je pense que c'est pas non plus des routes hyper sécures. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de défis encore une fois là-dessus. J'ai hâte de voir, parce qu'on s'entend, octobre a commencé, donc j'ai hâte de voir à quel point le sujet va retourner un petit peu dans les discussions politiques en Europe là, et de voir réellement carte sur table quels ont été les avancements depuis le début de l'invasion russe pour justement modifier cet approvisionnement-là en gaz naturel en grande partie. Là. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Je pense qu'il y a beaucoup, ça a été parlé, mais il y a beaucoup de jeux de coulisses qui ont été faits. J'aimerais que ça soit plus détaillé, moins opaque, si on peut dire. Et avoir réellement là, une stratégie qui est claire, nette et précise pour, du moins au moins, pour commencer avec l'hiver qui commence. Mais j'avoue que je pense que ce n'est pas le dernier deal. On l'a vu, on en parlait. Je pense cet été, on parlait du grain russe, du grain ukrainien qui était coupé par la Russie, qui entraînait un autre problème au niveau de ces commodités-là. Maintenant, c'est le gaz naturel. Donc, on voit encore une fois les ramifications de cette invasion-là qui continue encore une fois de garder une espèce de petit nuage gris au-dessus de l'Europe et qui, encore une fois, met beaucoup de sable dans l'engrenage d'économies qui n'ont pas vraiment besoin de ça présentement, d'avoir des inquiétudes au niveau d'une ressource primaire comme le gaz naturel et qui, encore une fois, la population a d'autres choses de problématiques que de savoir est-ce que, bon, le gouvernement va demander qu'entre midi et 1 heure, on ne chauffe pas nos maisons à Paris. Là. Je pense que c'est pas le genre de sujet que la population a besoin quand l'inflation est dans du 8%. Là. Ouais, bah il y a tout un problème, hein, justement, avec ça. Hein. Je reviens peut-être faire un espèce de step back, là, pardon pour l'anglicisme, mais c'est c'est quand même un nouveau problème, on va dire, qui se rajoute en plus des problématiques qu'on vit économiquement sur la hausse de la masse monétaire. On avait parlé du quantitative easing, que ça a été mal géré, etc. Donc c'est comme en plus, c'est un peu comme la cerise sur le sundae, en fait, comme on dit souvent dans l'expression. Là. Tu sais, ouais, c'est un, c'est un truc en plus des problématiques qu'on vivait, en fait, eh ben, qui va se rajouter, qui va créer une nouvelle complexité, une nouvelle réalité sur lesquelles bah, les décideurs politiques vont devoir agir là-dessus. Donc, c'est vrai qu'à nous, à notre niveau, en tant que consommateur, bah, c'est juste paye et ferme ta gueule. Excuse-moi de l'expression, mais c'est un peu ça, là. Mais c'est malheureux et l'Europe est la première victime, on va dire, malheureusement, de ce conflit terrible qui se passe en Ukraine. On n'aurait pas pu penser d'ailleurs qu'un pays, on va dire, qui est aussi, comment dire, peu connecté quand même encore avec l'Europe, même si bon, les gens vont dire oui, c'est un exportateur de grains, etc. Mais en termes de relations économiques, l'Ukraine et l'Europe, oui, en termes de pourcentage, c'est élevé, mais en termes de volume, c'est pas non plus énorme. C'est pas non plus un partenaire commercial majeur, on va dire, de l'Union européenne par rapport à ce qu'elle est, par exemple, les États-Unis, la Chine, etc. Donc ça reste un petit pays en termes économiques, mais on a l'impression que sa place, on va dire, la place de ce conflit est cruciale en fait, parce que il y a ce géant gazier qui est à côté et qui était quasiment un monopole en fait pour nous. Donc et là, la question est de savoir maintenant aujourd'hui, on va être dans une logique de diversification. C'est ça qui, je pense, le point intéressant en fait de toute cette discussion là, puis de ces avancées là. Aujourd'hui, on va être capable de beaucoup plus en fait avoir une logique de dire d'être dépendant à un seul État, c'est pas bon. C'est pas viable économiquement. Et je pense que pour être dans une logique de gagnant-gagnant, en fait, dans une logique où tout le monde se met d'accord, on met sur la table pour faire des décisions et négocier, et ben ça prend plusieurs partenaires et non pas un seul qui est un État hostile, un État, une dictature, enfin, et on a l'impression pour laquelle c'est impossible de discuter. Hein. La question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que oui, ça va relancer les gros projets d'infrastructure? Compliqué à dire. Hein. On sait que le côté canadien, eh ben non, on a clairement maintenant une opposition cruciale au gouvernement fédéral sur savoir est-ce qu'on doit vraiment relancer la machine d'infrastructure en fait pour connecter l'Est et l'Ouest. On sait que c'est compliqué parce que c'est un très grand pays, le Canada. C'est quasiment en avion pour faire l'Est du pays vers Vancouver par exemple.
eh ben, c'est aussi large que l'Atlantique. En fait, c'est quasiment 7 heures d'avion, donc c'est un pays immense. Donc c'est compliqué de faire un gazoduc sur des distances aussi longues. Euh, Côté américain, bah, il y avait le fameux Keystone XL dont on avait parlé énormément, mais qui finalement le projet a été complètement abandonné par TC, donc TC qui s'appelait TransCanada à l'époque, qui était une compagnie, qui existe toujours, hein, qui est une compagnie en midstream, donc qui fait du transport de gaz et de pétrole. Alors, Keystone, je crois que c'était du pétrole en l'occurrence, mais est-ce qu'on va pas avoir la même chose au niveau du gaz naturel liquéfié? C'est des questions qu'on va se poser en sachant que non seulement dans le GNL, il faut aussi penser à l'arrivée. Est-ce que tu as assez côté européen de ports capables de pouvoir faire du transport rapide et efficace de cette ressource-là? On sait que côté européen, il y a eu pas mal de problèmes parce que les infrastructures, par exemple, je sais qu'en France, on a eu pendant pas mal d'années une dépendance à quelques raffineries côté pétrole, parce que le gaz naturel liquéfié est encore assez peu présent en France, là. Parce qu'on utilise pas mal de réseaux différents, on est un peu plus diversifié pour le coup. Et il y avait, dès que tu avais la moindre grève, tu avais parfois des coupures de carburant pendant plusieurs jours. Donc la question est de savoir est-ce qu'on va être capable, d'un terme d'infrastructure et de diversification, d'être assez bon. C'est la question qui va se poser. Et on va savoir est-ce qu'il y a plusieurs partenaires. Est-ce que le Portugal pourrait pas être avec nous, avec l'Espagne, avec la France? Ça va être des questions qu'on va se poser. Côté ouest, côté sud, est-ce que l'Italie et l'Espagne vont jouer le jeu? On va peut-être augmenter notre transport avec l'Algérie, comme on l'a dit. Est-ce que aussi, peut-être par exemple, les Israéliens pourraient jouer quelque chose, ou les Turcs? On sait que cette région-là aussi de l'Atlantique est assez contestée au niveau des ressources gazières pétrolières. Il y a aussi le Liban qui essaye de jouer dedans. Compliqué parce que c'est du offshore, donc le offshore c'est assez compliqué à transporter, etc. On sait que il y a encore un contexte politique, géopolitique trop complexe. Donc c'est toutes des réflexions stratégiques, je pense, qui vont être intéressantes à développer dans les prochaines années. C'est comment on s'approvisionne, c'est quoi nos contreparties, est-ce que c'est donnant-donnant, puis est-ce qu'on est capable d'avoir un nombre d'interlocuteurs suffisamment limité, mais pas non plus où il y a une relation, on va dire, de dépendance qui va se créer. Je pense que c'est le cadre de réflexion que la plupart des décideurs politiques se décident, en tout cas pour les prochaines années, avec ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Exact. Je pense que je peux pas rajouter grand-chose. Je pense que ça sommarise assez bien là, la problématique qui est justement l'état des avancements actuels là, du débat qui, vous vous souvenez, on avait effleuré le sujet, là, comme on l'a dit, je pense vers la fin du printemps, début de l'été. Là, donc, vous voyez que les constats n'ont pas réellement évolué. Oui, il y a des nouvelles pistes, mais je pense qu'il y a encore une fois beaucoup de défis. Et tu l'as bien mentionné, Gab. Là, donc, je pense que pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, à lire là-dessus, peut-être qu'il y a des petits ajouts que vous pouvez faire également. Là, comme on l'a dit, on essaie d'être dans l'exhaustivité et non dans le factuel directement. Mais n'hésitez pas à aller, encore une fois, ajouter tout point supplémentaire dans les commentaires. C'est l'heure maintenant du retour avec le segment dans vos poches. Donc, lançons ça en force pour notre deuxième segment. Parfait. Donc, on veut parler un petit peu du marché immobilier, là. Je pense que c'est un sujet, j'en parlais justement à Gab tout à l'heure, là. C'est un sujet que je parlais pas plus tard qu'aujourd'hui avec des collègues de travail, là. Je pense que c'est quelque chose qui amène beaucoup d'incertitudes. À la base, bon, on sait la tendance qu'a eu le marché immobilier pendant les années 2020, 2021 et même une bonne partie de 2022 avant la fameuse arrivée de l'inflation massive là, et la hausse des taux directeurs qui ont un impact direct sur l'endettement au final, là, sur les taux entre autres hypothécaires. Donc je pense que c'est intéressant d'essayer de dresser un portrait. Là. Plusieurs personnes se posent deux questions. Bon, il y a encore des personnes qui font partie de la demande au niveau des marchés, qui ont de l'intérêt pour être des nouveaux acheteurs qui tentent de peut-être profiter de la hausse des taux pour justement avoir moins de concurrence, les fameuses surenchères, parce que la demande était énorme par rapport à l'offre pendant les 2 dernières années. Ça se calme peut-être un peu. Donc certaines personnes se demandent est-ce que le moment est bon présentement en termes, si on considère du capital ou de la valeur des propriétés, où est-ce qu'on en est? Est-ce que si j'achète maintenant, je me retrouve dans 1 an avec une propriété qui vaut peut-être moins parce qu'il va y avoir une espèce de réduction de cette peut-être bulle qu'il y a eu encore au niveau de l'immobilier dans les 2 dernières années. Donc il y a ce volet-là. Et l'autre volet, bien évidemment, c'est toute la discussion sur qu'est-ce qu'on fait avec les taux d'intérêt hypothécaires pour autant des personnes qui signent des toutes nouvelles hypothèques, mais aussi des personnes qui ont des renouvellements qui arrivent à savoir, qu'est-ce que je fais? On sait que le contexte canadien, là, si on parle de ce côté-ci de l'Atlantique, est extrêmement est peut-être pas le terme exact, mais est plutôt flexible en termes d'options justement pour
créer un petit peu un prêt hypothécaire à son goût. Là. On l'avait expliqué pour les auditeurs là, au tout début, pour ceux qui connaissent un petit peu moins ça, mais on a ce qu'on appelle des termes. Donc oui, on a une hypothèque qui peut durer 30 ans, mais on peut fixer des termes hypothécaires pour lesquels on choisit entre des taux fixes et des taux variables. Et présentement, ben, en général, on le disait tout le temps, le bon vieux taux fixe 5 ans, c'était presque un classique. Maintenant, c'est à se poser des questions. Est-ce que ça vaut la peine que je fasse un taux que je fixe mon taux sur 2 ans, etc., dépendamment, bien évidemment, de quelle est la fameuse cloche des taux d'intérêt. Est-ce que la hausse va être encore une fois, va continuer à croître au niveau des taux directeurs et donc des taux d'intérêt plus globalement et des taux hypothécaires? Est-ce que ça va stagner mais rester comme ça pendant plusieurs années? Est-ce que ça va chuter rapidement? C'est toujours des questions qui, encore une fois, n'ont aucune incertitude. On s'entend, c'est directement corrélé avec l'économie, c'est directement corrélé avec les décisions sur le taux directeur. Mais je pense que ça montre un peu le doute à savoir, bon, certaines personnes craignaient même que déjà maintenant le marché immobilier allait avoir souffert. Les statistiques montrent que, bon, d'ici la fin de l'année, par exemple au Canada, on parle peut-être d'une chute du prix de vente national de peu près 2,2%. C'est pas la fin du monde. Certains pensaient que ça allait être littéralement, ça allait ouvrir la porte à un 2008 all over again en termes d'enjeux au niveau de l'immobilier. Je pense qu'on n'est pas tout à fait là, mais encore une fois, ça n'empêche pas que le doute sur la récession, le doute sur la gestion justement des taux directeurs amène beaucoup de questionnements. Moi-même, j'en ai encore une fois, et je pense que c'est quelque chose qui est assez courant également dans le marché, sachant qu'il y a toujours des acheteurs qui regardent. Il va toujours avoir des acheteurs pareils dans un marché, peu importe que les taux soient en hausse et que la valeur des propriétés soit peut-être un peu en baisse, il va toujours y avoir des personnes qui ont de l'intérêt. Et certains diront, puis je te passe la parole là-dessus, Gab, mais certains diront, bon ben, pourquoi se questionner? C'est cyclique, vivons ce cycle et continuons notre belle vie avec notre propriété. Je pense qu'il y a toujours deux visions, là, une vision remplie de questionnements et de doutes et de se demander c'est quoi la meilleure stratégie pour avoir la propriété à la meilleure valeur et avec le taux d'intérêt le plus favorable pour une période X, et de l'autre volet qui est comme, mais c'est cyclique, ça va durer X années, puis dans tous les cas, les taux montent, les taux baissent, c'est comme ça depuis des années. Je pense que il y a deux côtés, c'est la perspicacité, certains diront, mais je pense que c'est quand même intéressant de le noter, là. Donc c'est un peu ça, c'est un peu la trame où on est, encore une fois très canadien, mais je pense que on a une certaine incertitude, on a un peu de questionnement, puis c'est quelque chose qui continue à tourner dans la population actuelle. Ouais, bah je trouvais ça intéressant de refaire une update évidemment sur ce sujet-là, puisque on sait que vous êtes très intéressé, on parle du sujet de l'immobilier, hein. D'ailleurs on le voit, d'ailleurs les épisodes où on a parlé d'immobilier sont quasiment les plus populaires en fait. Peut-être parce qu'on a un point de vue un peu moins vendeur, peut-être un peu moins un guicheur là. Bon, ça c'est, on jette pas non plus des lauriers, mais je pense on a un point de vue, on va dire assez neutre, assez conservateur aussi sur la façon dont on regarde ça. Et moi, mon point de vue, il va être articulé, je pense, au cours de 3 idées. Là. Tu vois, j'aime bien ce côté boulette, là, tu m'excuseras, mais c'est comme ça que je fonctionne aussi. Là, mais le premier, c'est, et tu l'as bien dit, JP, je pense que tu pourras relancer peut-être là-dessus, là, c'est le côté risque de renouvellement. C'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent au Canada, puisqu'on fonctionne, comme tu l'as bien dit, avec ce côté tranche, ce côté terme de 5 ans. Et ce qui fait qu'à chaque renouvellement, bah, tu as deux tendances qui arrivent. Tu as les gens qui soit veulent rester chez eux, ils renouvellent. Donc, c'est-à-dire que tu reprends un nouveau taux d'intérêt, etc., avec les nouvelles modalités, soit c'est un taux variable, soit c'est un taux fixe. Et c'est là où souvent, justement, à chaque renouvellement, bah, ton annuité, donc ton paiement qui est planifié, c'est là où il est renégocié, c'est-à-dire il est recalculé par la machine. Là, donc, bon, c'est tout simplement le simulateur de prêt là, que tu peux remplacer. Sauf que maintenant, c'est basé sur le nouveau solde et le nouvel amortissement restant. Donc, si tu as signé 25 ans, bah, il reste 20 ans. Et ben, la machine va faire le calcul. C'est une calculatrice financière, hein, rien de plus bête, rien de plus méchant. Là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est là où, justement, tu as un risque supplémentaire. Parce que tu as des gens qui ont acheté, peut-être il y a 5 ans, dans un marché qui était vraiment différent, avec des taux différents, taux beaucoup plus bas aussi, même si c'était un peu plus élevé que dans le creux de la Covid, là, taux beaucoup plus bas, des valeurs de maison beaucoup plus faibles, et là tu vas te retrouver avec une énorme augmentation de ton paiement, alors que peut-être le coût de ton revenu, en fait, en tout cas ton revenu, n'a pas tant augmenté que ça. Donc la question c'est, est-ce qu'il va y avoir du coup un nombre de ventes plus important parce que les gens sont plus capables de payer leurs prêts? C'est la première réflexion, je pense, qui peut arriver. Deuxième point, premier point bis, c'est que la deuxième solution, c'est que les gens refinancent. Ça arrive parce que par exemple, quand les gens disent bon, bah, j'ai assez d'équité sur ma maison, eh ben, je vais pouvoir refinancer. Sauf que le problème, c'est qu'en ce moment, si tu n'as pas mis une très grosse mise de fonds, eh ben, tu ne peux pas refinancer parce que tu n'as pas assez d'équité en fait pour pouvoir refinancer.
Et c'est là où ça risque d'être compliqué, surtout dans des marchés où la croissance des prix n'a pas été si importante. Oui, il y a eu une embellie avec le Covid, mais c'est vrai que ces évaluations étaient quasiment en flambée, hein. On voit que c'était quasiment déraisonnable avec le jeu des surenchères, des fameuses offres multiples qui sont assez courantes quand le marché est chaud, là. Et on voit d'ailleurs qu'en ce moment, le marché est en train de stall, hein. J'ai pas d'autre terme, là. C'est comme stall, c'est un peu comme Un stagné, ouais, ouais. bah, c'est un peu comme quand ton moteur fait un cale, exactement. C'est quand ton moteur cale. Donc c'est un peu l'exemple qui peut arriver. Et d'ailleurs, je le vois, ça ce sera mon deuxième point, je le vois rien qu'en règle du pouce sur ce que je vois, en tout cas dans mon quartier, puis dans les offres d'achat qui sont publiques, hein, parce que je pense que pour ceux qui habitent au Québec, ou sur Centris, ou même sur realtor.ca, là, pour au Canada, là, mais tu peux voir toutes les maisons qui sont publiées, et c'est fou de voir que tous mes voisins sont en train de vendre, en fait. Et je le vois dans la rue, de plus en plus de panneaux à vendre dans la rue, à des prix, on va dire, qui sont beaucoup plus élevés que les prix courants. Et c'est vrai que quand tu vois plein de panneaux à vendre dans une rue, bah, c'est là où, tu sais, quand toi, tu es en position de négociation, bah, c'est là où les prix commencent à descendre. Et ça peut être un jeu dangereux. Les équités négatives, on sait que c'est un risque qui peut arriver dans le marché. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui va arriver. Et le troisième point, bah, c'est clair qu'en ce moment, les évaluations restent déraisonnables, hein, parce je le regarde même avec les offres, tu vois, plutôt pour du multilogement, parce que moi, c'est comme ça que c'est plus facile de le comparer des pommes avec des pommes, là, parce que des revenus potentiels, ça te permet d'évaluer en fait la rentabilité de ton immeuble. Et bien les cap rates, qui sont les fameux taux de rentabilité des immeubles, sont toujours à des niveaux qui sont très très élevés, beaucoup plus élevés que n'importe quel marché, tu vois. Quasiment, c'est des cap rates de 2%. 2%, ça veut dire que ton immeuble n'est rentable donc au bout de 100 divisé par 2, au bout de 50 ans, ce qui est quasiment impossible à rentabiliser. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, est déraisonnable par rapport à la valeur d'une bâtisse perpétuelle. Donc, à mon avis, c'est là où on va commencer à se poser des questions. Est-ce que les évaluations actuelles font du sens? À mon avis, non. C'est pas le cas. Et je te laisse, JP, peut-être critiquer ce que j'ai dit ou peut-être ajouter des points là, parce que je pense que c'est le sujet à débat. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait hésité, d'ailleurs, entre en place au débat dans vos poches. Je trouve que c'est toujours sujet à débat là. Exact. Je pense que tu sais, je suis bien d'accord avec avec tout ce que tu as proposé en fait. Et tu sais, le fait que bon oui, il n'y a pas de fumée sans feu, là. Je veux dire, il y a quand même plusieurs indicateurs qui montrent que bon oui, avec une hausse des taux d'intérêt, avec justement beaucoup moins d'acheteurs, mais on se retrouve avec des personnes qui tentent encore d'afficher à des montants demandés qui sont dignes de justement du haut des marchés là, de 2020-2021, puis qui se rendent compte assez vite qu'il n'y a aucun acheteur qui se présente sur leur offre et qui doivent mettre des baisses à la fois sur leur offre et même accepter peut-être la seule offre qui était un peu plus basse. Il y a des histoires présentement de personnes qui continuent à mettre dans des grands centres urbains, qui continuent à mettre des propriétés qui sont 100-150 000 au-dessus d'une maison unifamiliale bien normale, puis qui finalement n'ont pas le choix d'accepter une offre qui est à peu près à 50 000 au-dessus plutôt qu'à alors 150 000 initialement demandé. Donc c'est quelque chose qui vient couper énormément par rapport à la tendance justement du marché immobilier de 2020-2021. Je pense quand même, et certains diront que c'est un peu le même point de vue qu'on avait en 2008-2009, puis on a vu qu'est-ce qui est arrivé, là. Mais ça reste que l'immobilier est un backbone de l'économie, c'est quelque chose qui est extrêmement sensible, tu l'as dit, ça reste le logement d'individus, ça reste également une bonne partie de ce qu'un individu possède, c'est un projet qui est quand même assez important. Si les personnes présentement ne sont plus en mesure de payer leur prêt hypothécaire et n'ont pas le choix, comme tu l'as dit, de vendre presque à perte dans certains contextes. Donc, par exemple, j'ai mis 250 000 sur une propriété et je suis pas capable de la vendre pour plus de 240, ben, il y a 10 000 qui est à quelque part qu'il faut qu'on trouve. Donc, je pense que ça reste quelque chose qui est extrêmement néfaste pour le système en entier. C'est pas bon pour les banques non plus de se retrouver avec plein de propriétés sur leurs bras qu'ils doivent revendre dans les meilleurs délais. Et ça n'aide pas parce que les banques, encore une fois, vont tenter de se libérer de l'actif à un prix qui va être en général peut-être beaucoup plus faible que ce que le marché aurait pu avoir si c'était des particuliers qui vendaient. Donc, c'est un peu la même trame. Certains diront que j'aurais pu être pour ceux qui ont vu The Big Short, j'aurais pu être dans une conférence à Vegas là, avec les fameux loups hypothécaires là, qui étaient trop optimistes sur le fait que le marché immobilier était toujours en hausse. Là. Ça reste que je pense qu'il y a un phénomène qui m'incite à croire qu'on n'est pas dans un contexte 2008-2009. Je pense que oui, ça va être compliqué au niveau de l'immobilier. Oui, ça sera pas facile nécessairement pour les prochaines années avec les taux actuels et justement la situation de la période du contexte de l'offre et de la demande.
mais ça reste qu'il n'y a pas non plus, à mon avis, de squelette dans le placard comme c'était le cas en 2008-2009 avec tous les enjeux côté des régulations liées entre autres au bon vieux MBS, les Mortgage-Backed Securities et tout. Je pense que ça va peut-être faire en sorte que, au final, oui, l'immobilier allait mal en 2008-2009, mais ce qui a mis de l'huile sur le feu, c'est, encore une fois, certains instruments financiers. Je pense qu'on n'est pas dans le même contexte et je pense qu'encore une fois, les banques centrales, les gouvernements sont bien au courant que c'est pas possible, encore une fois, de laisser tomber ou de littéralement détruire à coup de hausse de taux d'intérêt le marché immobilier en entier. C'est certain on tombe de haut, on revient justement d'une énorme une montagne russe avec la première pente qui est toujours la plus intense et on a le souffle coupé, là, à mon avis. C'est certain que ça sera pas tout vert. Mais j'ai quand même espoir sur le fait que bon, ça ne va pas aller si mal. Les indicateurs, on les verra, mais je crois au cycle. Je crois encore une fois que oui, la période qui s'en vient avec l'automne, l'hiver et le début du printemps sont jamais des périodes propices sur un cycle annuel en termes d'avoir une demande qui est peut-être un petit peu plus élevée par rapport à l'offre. Mais on sait toujours que, peu importe le contexte, lorsque l'été arrive, il y a toujours quand même une bonne période hypothécaire, peu importe les années, peu importe le contexte. Donc, c'est ce qui me laisse croire qu'on va peut-être pas se retrouver avec justement des propriétés qui vont perdre énormément de valeur et encore une fois des impacts ou des mises à mal liées au taux hypothécaire qui seraient en hausse continue, là. Je sais qu'on ne veut pas reparler d'inflation, mais je pense que bon, les hausses, les prédictions économiques, là, et vous pouvez lire plusieurs personnes, entre autres des économistes de banques canadiennes là, qui publient de l'excellent contenu, d'institutions financières canadiennes, pardon. Il y a beaucoup je pense, d'idées sur le fait que les taux ne vont pas non plus être appelés à hausser à coût de 0,50, 0,75 à chaque 3 mois, par exemple, pour 2023 en entier. Donc, c'est certain que c'est des suppositions, c'est des hypothèses. Mais à mon avis, on pourrait peut-être, espérons-le, avoir plus de mal derrière nous que devant nous, du moins pour le marché immobilier. Et encore une fois, il y a des bonnes affaires, il y a des personnes qui ont les moyens d'acheter présentement, et comme tu l'as dit, Gab, il y a des bonnes affaires, il va encore avoir des ventes qui vont se faire, et je pense que c'est exactement ça. Tant que la demande reste présente, tant que la demande ne tombe pas, mais le marché ne va pas techniquement tomber non plus, et tant que le gouvernement et le système financier non plus n'abandonnent pas les particuliers qui sont propriétaires, je pense que ça va aider la cause également là, pour calmer un petit peu la tempête qui semble se mettre à l'horizon. Ouais, après je vais rajouter peut-être une dernière note, une dernière couche au-dessus du gâteau là, qui peut être moins bonne. Là, donc, c'est un peu comme le glaçage sur les cupcakes là, qui est jamais très bon. Là, mais bon, je te laisse, peut-être. Peut-être tu pourras reconclure peut-être sur une meilleure note, là, peut-être rajouter une cerise encore une fois sur le cupcake là, mais euh, j'ai bien peur malheureusement, c'est ça qu'on est d'être plus pessimiste en fait que ton dernier constat. Oui, effectivement, le gouvernement va quand même pas essayer de faire en sorte que le système financier pète, parce que c'est vrai que euh, souvent, quand il y a des crises, on va dire des bulles immobilières qui éclatent, c'est là où souvent la solvabilité des banques est un peu mise en, comment dire, sous pression. Et puis on sait, est-ce qu'elles sont capables de liquider, comme tu l'as bien dit. Bah oui, elles sont liquidées, mais elles liquident à rabais. Pour elles, ça leur fait des pertes de crédit qu'on appelle. Donc oui, ça peut arriver, mais je pense que le problème principal, c'est ça, c'est l'offre et la demande. Est-ce que la demande, pendant des années, elle n'a pas été complètement ridicule avec une demande forte où tout le monde littéralement voulait acheter dans l'immobilier. Il y avait une trend globale avec les taux bas, tout le monde se disait bah, je peux emprunter, etc. Je peux acheter une maison, donc du coup tu fais des offres multiples. Et là, la question c'est de savoir est-ce que ces gens-là sont fiables, est-ce qu'ils sont capables de payer. Oui, normalement, le gouvernement dit que oui, parce qu'ils ont fait le fameux test, le stress test hypothécaire. On sait que c'est une pratique d'ailleurs courante dans l'industrie, en tout cas pour les prêts, c'est que la banque elle va prendre en compte un scénario conservateur de taux d'intérêt. On va dire, si les taux augmentent énormément, est-ce que cette personne elle est capable de payer son prêt? Oui, c'est pris en compte, mais est-ce que finalement ce scénario, on va dire très conservateur, s'est réalisé? La réponse est oui, et les gens ne sont pas préparés, si tu veux, en termes budget, de payer ça. Ça sacrifie malheureusement tes vacances, comme beaucoup de Québécois se reconnaîtront, tes vacances dans le sud, à Cuba, à Cancun ou je sais pas où. Moi, mes confrères français, c'est plus les allers-retours Montréal-Paris à tous les 6 mois. La question va se poser. Hein. C'est là où il va falloir réfléchir, on va dire, à comment on va trouver une solution. Et malheureusement, je trouve que on a peu de recours aujourd'hui. Le refinancement, c'est compliqué parce que l'équité baisse, l'équité négative arrive.
refinancer c'est bien, mais si tu refinances à un plus haut taux, bah, le problème reste entier hein, quand même. C'est que quand même tu te retrouves avec une augmentation parce que le nouveau paiement est basé sur le 5%, je crois, les 5 ans fixes, c'est à peu près ce taux-là. Là. 5% par année, ce qui est beaucoup hein, en termes d'intérêt. Donc en plus pour planifier le paiement de capital, etc., ça se fait là. Les gens qui ont signé en variable, bah, ils vont se retrouver avec la nouvelle augmentation parce qu'ils n'ont quasiment pas payé d'intérêt de principal durant leur première partie d'amortissement. Donc tu te retrouves avec un énorme paiement 5 ans plus tard. C'est tous des risques à considérer. Je pense que malheureusement le marché n'est pas prêt et j'ai bien peur qu'on va avoir une augmentation de l'offre et une réduction de la demande de manière significative. Ce qui va nous permettre peut-être enfin, et là je parle peut-être aux gens comme moi qui ne sont pas propriétaires, bah, de pouvoir enfin prétendre à acheter parce que c'est vrai que l'évaluation, à mon avis, ça c'est mon opinion, hein, ce n'est que mon opinion, c'est pas une projection quoi que ce soit officielle, et ben c'est qu'il va y avoir une recompression, on va dire, des valorisations, on va dire donc des multiples d'évaluation de la plupart des biens immobiliers, surtout dans le résidentiel. Corrigez-moi si je me trompe, partagez d'ailleurs vos opinions en commentaire, ça me fera plaisir en tout cas de les lire si vous avez une opinion différente, puis c'est le but, on va dire, du podcast, vous le savez, chers auditeurs. Absolument. Donc, je pense qu'avec un sujet chaud, là, comme toujours, c'est intéressant d'ajouter des points. Là. Donc, merci, Gab. Je pense d'ailleurs, c'est ce qui conclut le goutte dans le vase. Là. Je vais faire le mot de la fin, là, mais comme on l'a moussé un petit peu, là, mais utiliser bien évidemment YouTube comme plateforme là, dans le but de mettre des commentaires ou, comme toujours, vous avez des sujets, des points ou d'autres choses que vous voulez peut-être pas partager dans la zone publique YouTube. N'hésitez pas à utiliser l'adresse courriel. Si vous êtes sur YouTube, comme toujours, abonnez-vous, mettez la cloche pour avoir les notifications à chaque fois qu'on publie, même si on est beaucoup plus constant qu'on l'était avec nos enregistrements les lundis. Également, mettez un like, ça aide énormément pour le référencement. Sinon, comme toujours, pour la majorité que vous êtes au niveau des fameuses plateformes de podcast ou les plateformes audio, donc sur Spotify, Apple Podcasts, Overcast, Amazon Podcasts, etc. Donc, n'hésitez pas à utiliser le système de gradation. Donc, si vous avez apprécié, à aller mettre des étoiles, à aller mettre des likes. Et également, comme toujours, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, si vous appréciez notre contenu, si vous trouvez que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour votre famille ou vos amis, ben toujours faites du bouche à oreille, partagez notre contenu avec d'autres personnes. Je pense que c'est également, comme on l'a dit, une zone de discussion. Là. Encore une fois, c'est très souvent Gab et moi qui sommes présents avec parfois des interlocuteurs variés, surtout Thomas, comme vous le savez, pour les auditeurs plus récurrents. Mais je pense que c'est aussi un peu ça, c'est de lancer des sujets de discussion que Gab et moi avons, utilisez-le avec, encore une fois, votre réseau. Je pense que c'est très intéressant. Donc, le bouche-à-oreille, c'est le fondement du podcast et c'est ce qui, encore une fois, nous permet de continuer à le faire à chaque semaine. Merci Gab pour ta participation comme toujours et je vous souhaite tout le monde une très belle semaine. Bonne semaine à tous, merci.